À Paris, dans le 7e arrondissement, à quelques mètres seulement de la Seine, un appartement ancien demeure aujourd'hui plongé dans un silence presque irréel. Derrière sa façade haussmannienne sans signe distinctif, aucune plaque, aucun hommage visible. Et pourtant, c'est là, dans cet espace désormais figé, que Romy Schneider a été retrouvée sans vie le 29 mai 1982, à l'âge de 43 ans. La ville, ce matin-là, continuait de respirer. Les cafés ouvraient, les voitures passaient, les passants ignoraient encore qu'une des plus grandes figures du cinéma européen venait de disparaître, seule, loin des plateaux, loin des projecteurs, loin de l'amour du public qui l'avait portée, puis lentement abandonnée. Romy Schneider n'était pas seulement une actrice, elle était une blessure filmée, une émotion à vif, un regard capable de dire en un silence ce que d'autres n'auraient jamais osé formuler à voix haute. Aimée, désirée, admirée, elle a pourtant traversé sa vie avec un sentiment constant d'exil. Exil de son pays natal, exil de son image, exil d'elle-même. Au moment de sa mort, sa valeur nette réelle est estimée à environ 3 à 4 millions d'euros en valeur actuelle. Un chiffre qui surprend, presque dérisoire, comparé à l'immensité de sa renommée. Mais cette fortune raconte déjà une vérité plus profonde. Romy n'a jamais su accumuler. Elle dépensait, elle aidait, elle se défaisait de l'argent comme si la richesse matérielle n'avait jamais réussi à combler ce vide intérieur qui la suivait depuis l'enfance. Lorsque les proches pénètrent dans l'appartement après sa mort, ils découvrent un décor figé dans le désordre intime d'une vie à bout de force. Des photographies posées sans cadre, des lettres ouvertes, des vêtements éparpillés. Et surtout, une atmosphère lourde, presque suffocante, comme si la douleur avait imprégné les murs. Rien ici ne ressemble à une fin de légende. Pas de luxe ostentatoire, pas de mise en scène. Seulement une femme épuisée, assise face à son silence, incapable de continuer à porter le poids de sa propre histoire. Entre l'éclat mondial de ses rôles, l'amour obsessionnel du public et cet appartement aujourd'hui abandonné, une question s'impose lentement, presque cruellement. Comment une femme qui a incarné tant de vie à l'écran a-t-elle pu mourir aussi seule dans la sienne? Romy Schneider naît Rosemarie Magdalena Albach le 23 septembre 1938, à Vienne, dans une famille où le cinéma n'est pas un rêve, mais une fatalité. Sa mère, Magda Schneider, est déjà une actrice célèbre. Son père, Wolf Albach-Retty, appartient lui aussi au monde du théâtre et de l'écran. Avant même d'avoir appris à se connaître, Romy est déjà regardée, évaluée, projetée. L'enfance n'est pas un refuge, elle est une transition, une salle d'attente avant la scène. Très tôt, Romy comprend que l'amour qu'on lui donne dépend de ce qu'elle renvoie. Un sourire juste, une émotion lisible, une docilité rassurante. Elle apprend à plaire avant d'apprendre à être. À 15 ans à peine, elle devient un phénomène avec Sissi. Le succès est immédiat, écrasant, total. L'Europe entière s'éprend de cette adolescente au visage lumineux, incarnation d'une innocence idéalisée, presque irréelle. Mais derrière les robes, les sourires et les valses, une prison se referme. Romy étouffe. Elle sent que le rôle la dévore, qu'il fige son image, qu'il l'empêche de grandir. Chaque nouveau film est un rappel. Elle n'est pas une actrice, elle est une image à protéger, une icône qu'on empêche de vieillir. Alors, elle fait l'impensable. Elle quitte l'Allemagne. Elle rompt avec le confort, avec la sécurité, avec l'amour conditionnel du public. Elle choisit Paris, une langue qu'elle maîtrise mal, une industrie qui ne lui doit rien, un regard qui ne la ménage pas. Ce choix lui coûte tout. Les critiques sont violentes. On l'accuse de trahison. On se moque de son accent. On doute de son talent. Mais Romy accepte l'humiliation, convaincue qu'elle doit perdre pour devenir elle-même. À Paris, elle rencontre Luchino Visconti, qui la dépouille de ses automatismes, la brise pour la reconstruire. Il lui apprend la rigueur, la lenteur, la vérité du corps. Puis viennent Sautet, Clouzot, Zulawski. Ces rôles se chargent de douleur, de contradictions, de silence lourd. Et puis il y a Alain Delon. Un amour fulgurant, passionnel, dévastateur. Ils s'aiment comme on se sauve et comme on se détruit. Leur séparation laisse une cicatrice profonde, jamais refermée. Romy n'aimera plus jamais sans souffrir.
Dans les années 1970, elle est au sommet du cinéma français. Adulée, respectée, célébrée. Mais à l'intérieur, quelque chose reste fragile, instable. La petite fille regardée trop tôt n'a jamais appris à se protéger. La gloire lui a tout donné et lui a tout pris en même temps. Derrière les applaudissements, une fatigue ancienne s'installe. Une fatigue que ni les prix, ni l'argent, ni l'amour ne parviennent à effacer. Et déjà, sans qu'on le sache encore, la chute commence à se dessiner. Les dernières années de Romy Schneider ne sont pas une chute brutale. Elles sont une érosion, un lent effritement où chaque événement vient fragiliser un peu plus un équilibre déjà précaire. À la fin des années 1970, son visage change. La beauté demeure, mais elle devient plus dure, plus tranchante, comme si la vie avait cessé de la caresser pour commencer à la frapper. Son corps souffre. Accident, opération, douleur chronique. Les médicaments s'accumulent, l'alcool s'invite comme une béquille silencieuse. Romy continue pourtant de tourner, convaincue que le travail est la seule chose qui la maintient debout. Elle joue des femmes brisées, abandonnées, humiliées. Et le public applaudit sans toujours comprendre que ces rôles ne sont plus une interprétation, mais une confession. À l'écran, Romy ne joue plus la souffrance. Elle la porte. Sa vie personnelle, elle, se désagrège. Les relations amoureuses se succèdent sans jamais apporter de stabilité. Les procès avec son ex-mari Harry Meyen l'épuisent psychologiquement. L'argent disparaît aussi vite qu'il arrive. Elle aide, elle donne, elle paye pour les autres. Comme si posséder était pour elle une faute morale. Mais rien ne la prépare à ce qui va suivre. Le 5 juillet 1981, son fils David, âgé de 14 ans, meurt dans un accident tragique. En tentant d'escalader une grille, il se transperce l'abdomen. Il meurt à l'hôpital après des heures d'agonie. La nouvelle pulvérise Romy. À partir de ce moment, quelque chose se brise définitivement. Ce n'est plus seulement la tristesse. C'est un vide absolu, impossible à combler. Romy se reproche tout. Elle n'était pas là. Elle travaillait. Elle vivait ailleurs. Elle ne se remettra jamais de cette perte. L'appartement parisien devient son refuge et sa prison. Les nuits sont interminables. Les murs semblent se rapprocher. Les souvenirs de David envahissent chaque pièce. Des photos, des vêtements, des objets qu'elle refuse de ranger. Le silence devient assourdissant. Ses amis parlent d'une femme digne, polie, encore capable de sourire. Mais derrière cette façade, l'énergie vitale disparaît. Elle dort peu. Elle mange mal. Elle parle souvent de fatigue, rarement d'avenir. Pourtant, elle accepte encore des projets. Elle évoque des retours, des films plus calmes, une reconstruction possible. Mais ses paroles ressemblent davantage à une tentative de convaincre les autres, et peut-être elle-même, qu'à une véritable espérance. Physiquement, Romy est épuisée. Mentalement, elle est à bout. La douleur n'est plus ponctuelle. Elle est devenue un état permanent. Dans cet appartement, loin des plateaux et des applaudissements, Romy Schneider affronte seule ce que la célébrité n'a jamais su lui apprendre. Comment survivre quand on a tout perdu à l'intérieur? Et tandis que le monde continue de la voir comme une icône, elle, lentement, se retire. Sans bruit, sans scandale, sans appel à l'aide. La fin approche, et personne ne sait encore à quel point elle sera silencieuse. Le 29 mai 1982, Paris se réveille comme un matin ordinaire. Le ciel est clair, presque indifférent. Rien ne laisse présager que, derrière les murs d'un appartement du 7e arrondissement, une des figures les plus aimées du cinéma européen vient de s'éteindre. Romy Schneider est retrouvée sans vie, assise, dans une posture qui évoque davantage l'épuisement que la violence. Il n'y a pas de lutte, pas de désordre, pas de cri figé dans l'espace, seulement une femme arrivée au bout de ses forces. Les autorités parlent d'un arrêt cardiaque. Aucune trace de suicide n'est officiellement retenue. Mais très vite, les spéculations envahissent les journaux, les radios, les conversations. La vérité, elle, demeure opaque, comme si la mort de Romy refusait d'être enfermée dans une version unique. Dans l'appartement, le temps semble s'être arrêté. Des lettres ouvertes reposent sur une table. Des photographies de son fils David sont visibles,
volontairement laissés là, impossibles à cacher. Des médicaments sont alignés, témoins d'un corps qui luttait depuis trop longtemps. Et surtout, une atmosphère lourde, presque étouffante, où l'on comprend immédiatement que la solitude n'était pas passagère, mais installée depuis des mois. Ce qui frappe ceux qui entrent dans la pièce, ce n'est pas la mort, c'est la fatigue. Une fatigue ancienne, accumulée, irréversible. Comme si Romy n'avait pas cessé de se battre contre quelque chose d'invisible, sans jamais trouver le moment de poser les armes. La nouvelle se répand dans Paris avec une violence sourde. Les rédactions s'affolent. Les journalistes cherchent des mots qui ne suffisent pas. À 43 ans, Romy Schneider disparaît alors que personne ne l'imaginait réellement capable de mourir si tôt. Dans l'opinion publique, un sentiment domine, l'injustice. Les hommages affluent, acteurs, réalisateurs, anonymes. Tous parlent de sa gentillesse, de sa pudeur, de sa vulnérabilité. Mais très peu évoquent ce qu'elle a réellement traversé. La douleur n'est pas photogénique. Elle ne se filme pas. Son corps est transporté dans une discrétion presque totale. Pas de grande mise en scène, pas de cérémonie immédiate. Comme si même la mort refusait le spectacle. Quelques jours plus tard, Paris se rassemble. Des milliers de personnes suivent le cortège funéraire jusqu'au cimetière du Bois de Vaux à Boissy-sans-Avoir. Dans le silence de la foule, une vérité s'impose lentement. Romy n'appartenait plus à elle-même depuis longtemps. Elle appartenait à ceux qui l'avaient aimée à travers l'écran, sans toujours savoir l'aimer dans la vie. Dans son appartement désormais vide, la lumière continue d'entrer par les fenêtres. Les murs n'ont rien oublié. Le fauteuil est toujours là, les photos aussi. Et au milieu de cette immobilité, une question s'installe, persistante, presque douloureuse. Romy Schneider est-elle morte d'un cœur trop faible ou d'un chagrin trop lourd à porter? Après la mort de Romy Schneider, l'appartement du 7e arrondissement devient un lieu sous scellé, mais surtout un espace chargé d'une émotion presque insoutenable. Les proches entrent avec lenteur, comme si chaque pas risquait de réveiller une douleur encore vivante. Il n'y a pas de luxe tapageur, pas de signes éclatants de richesse. Seulement les traces d'une vie intense, souvent désordonnée, jamais protégée. La succession révèle rapidement une réalité bien différente de l'image publique. Au moment de sa mort, la valeur nette réelle de Romy Schneider est estimée à 3 à 4 millions d'euros en valeur actuelle, une somme modeste pour une actrice de son envergure internationale. Cette fortune est fragile, morcelée, et surtout grevée par des dettes, des frais médicaux importants et des litiges juridiques encore en cours. Romy n'a jamais été une gestionnaire. Elle gagnait beaucoup, mais dépensait sans compter. Elle aidait ses proches, finançait des projets, payait pour les autres. L'argent chez elle n'était pas une sécurité, mais une chose qui circulait, presque dangereusement, comme si conserver revenait à trahir. L'inventaire des biens raconte une autre vérité, plus intime. Dans le salon, on trouve des piles de scénarios annotés, des carnets remplis d'idées, de doutes, de phrases griffonnées tard dans la nuit. Des photographies sans cadre montrent Romy enfant, Romy sur les plateaux, Romy avec son fils David. Ces images ne sont pas exposées, elles sont posées comme si elle les consultait régulièrement pour se rappeler qui elle avait été. La chambre révèle une sobriété presque triste. Peu de bijoux, des vêtements portés, aimés, usés. Sur la table de nuit, des médicaments, un livre commencé et quelques lettres non envoyées. Rien qui évoque la fin d'une star. Tout évoque la fatigue d'une femme seule. Ses biens immobiliers sont limités. L'appartement parisien constitue l'essentiel de son patrimoine matériel. Les droits sur ses films, eux, existent. Mais à l'époque, leur valeur future est encore sous-estimée. Ce n'est que bien plus tard que l'on comprendra combien son œuvre continuera de générer des revenus importants, bien au-delà de ce qu'elle a connu de son vivant. La succession est également compliquée par les tensions familiales, les blessures encore ouvertes liées à la mort de son fils et les désaccords autour de la conservation de ses effets personnels. Certains objets sont vendus, d'autres disparaissent. Une partie de sa mémoire se disperse. Ce qui frappe les notaires et les proches, ce n'est pas ce qui manque financièrement, mais ce qui reste émotionnellement. Chaque objet semble chargé d'un poids disproportionné. Comme si Romy avait laissé derrière elle non pas un héritage matériel, mais une dette affective impossible à solder. Quand les formalités s'achèvent, l'appartement est vidé progressivement. Les photos quittent les murs, les meubles disparaissent. Le silence, lui, reste.
Et une question s'impose, lourde et sans réponse facile. Comment une femme qui a tant donné au public a-t-elle pu se laisser si peu pour elle-même? Lorsque l'appartement du 7e arrondissement se vide définitivement, il ne reste plus que l'essentiel. Des murs nus, une lumière qui entre sans être regardée, et un silence qui ne cherche plus à se défendre. C'est dans ce silence que Romy Schneider demeure le plus intensément présente. Romy n'a jamais été faite pour survivre à son propre mythe. On l'a aimée trop tôt, trop fort, trop longtemps. On l'a regardée grandir, souffrir, tomber, se relever, puis tomber encore, toujours sous les yeux du public. Elle a vécu sans armure, convaincue que la sincérité était une vertu, même quand elle faisait mal. Sa maison abandonnée n'est pas seulement un lieu où la vie s'est arrêtée. Elle est le reflet exact de ce qu'a été son existence, un espace traversé par l'émotion, par la mémoire, par l'absence de protection. Rien n'y était prévu pour durer. Tout y était fait pour être vécu intensément. Sa fortune, finalement modeste, dit la même chose que ses films. Romy n'a jamais accumulé. Elle a donné. Elle a brûlé ses ressources comme elle brûlait son énergie, persuadée que retenir revenait à se trahir. Ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas un empire financier, mais une œuvre qui continue de toucher, de bouleverser, de réveiller. Aujourd'hui encore, sa voix, son regard, ses silences traversent les générations. Ils ne vieillissent pas. Ils ne s'éteignent pas. Ils rappellent quelque chose de fondamental et de dérangeant. La célébrité ne protège pas, le talent n'apaise pas, l'amour du public ne remplace jamais l'amour de soi. Quand la nuit tombe sur Paris et que les fenêtres de son ancien appartement restent obscures, une vérité demeure lente et persistante. Romy Schneider n'a pas disparu. Elle s'est simplement retirée là où les regards ne peuvent plus la blesser. Et la question désormais ne concerne plus sa mort, ni sa maison, ni sa fortune. Elle nous concerne, nous. Que faisons-nous de ceux qui nous donnent tout, une fois qu'ils n'ont plus rien à offrir?